Merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Donc je me présente rapidement puisque je ne suis pas du coin. Jérôme Le Gavre, je suis député depuis le 19 juin dernier de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, donc la 12e circonscription de député La France Insoumise, vous vous en doutez. La 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est notamment deux villes dont vous avez entendu parler, puisque ce sont deux villes d'où étaient parties les émeutes en 2005 suite au décès de deux jeunes qui avaient péri dans un transformateur électrique où ils s'étaient réfugiés pour fuir la police. Donc ces deux villes, c'est Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Il n'y a pas que ces deux villes dans la circonscription, mais celles-là, je les indique systématiquement. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir été élu dans cette circonscription qui est touchée de plein fouet par les conséquences de la politique menée par les gouvernements successifs et depuis maintenant près de 6 ans par les gouvernements d'Emmanuel Macron. À Clichy-sous-Bois, par exemple, 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc vous imaginez les ravages que produit la poursuite de sa politique. C'est absolument effrayant. Et oui, la situation est explosive, mais ça, je vais y revenir. Et je suis par ailleurs militant du Parti ouvrier indépendant, et à ce titre, je suis le seul député du Parti ouvrier indépendant dans le groupe parlementaire de la France Insoumise, et ça se passe d'ailleurs très bien, et je suis très heureux de faire partie de ce groupe parlementaire, mais je vais avoir l'occasion d'y revenir. Alors, comme un certain nombre de choses ont été dites, et puis comme de toute façon c'est maintenant clair pour tout le monde, c'est d'ailleurs clair pour tout le monde depuis déjà pas mal de temps, je ne vais pas revenir sur le contenu de la réforme des retraites. Cette réforme, elle est massivement rejetée, et à juste titre, parce que tu l'as dit, les gens ont bien compris que la seule fonction de cette réforme, c'est d'augmenter toujours plus les profits du capital financier, et capital financier qui est abreuvé d'aides publiques. Je rappelle quand même, puisqu'on nous casse les pieds avec 12 milliards qui, soi-disant, manqueraient dans les caisses de retraite à l'horizon 2027, mais je rappelle que le montant des exonérations de cotisations sociales se monte chaque année à plus de 60 milliards. Je rappelle que le montant des aides publiques distribuées chaque année généreusement aux patrons des grands groupes, c'est plus d'une centaine de milliards, et les actionnaires de ces mêmes grands groupes ont vu l'an dernier leurs dividendes atteindre le chiffre record de 80 milliards au second semestre de l'année passée, de l'année 2022. Ces seuls chiffres suffisent à régler la question. L'objectif, il est également, bien évidemment, et c'est directement relié, de tirer un trait définitif sur les conquêtes arrachées en 1945 par la classe ouvrière. Alors, aujourd'hui, au moment où on se réunit, on est, et vous l'avez dit, on est dans, tu as eu 1000 fois raison d'ailleurs de repartir de la commune, on est dans une situation inédite. On est dans une situation inédite parce que la force considérable de la mobilisation et de la résistance des travailleurs, mais plus largement de très larges couches de la population, parce que ça dépasse même le cadre de la classe ouvrière et de ses organisations. La force de la mobilisation et de la résistance, aujourd'hui, bouscule absolument tous les scénarios qu'on croyait finalement fixés et acquis d'avance. Premier élément qu'il faut souligner quand même, on en a pris l'habitude depuis le 19 janvier et depuis les appels au 19 janvier. Mais cette situation tient toujours, et c'est heureux. Toutes les organisations syndicales, tout le monde y revient, tout le monde insiste, mais il faut une fois de plus le souligner. Toutes les organisations syndicales de ce pays sont unies sur un mot d'ordre parfaitement net et parfaitement clair, exigeant le retrait pur et simple de cette réforme. Mes chers amis, mes chers camarades, on n'a pas toujours connu une situation de ce type. Moi, j'ai été syndicaliste pendant plus de 20 ans.
j'ai connu des batailles âpres, notamment contre des projets de réforme des retraites, où les organisations syndicales étaient divisées, où certaines avançaient le mot d'ordre à juste titre de retrait, et où d'autres étaient plus sur une ligne d'accommodement et d'accompagnement. Là, aujourd'hui, toutes les organisations syndicales, y compris la CFDT, et je dis ça pas pour lui taper dessus, Laurent Berger lui-même, le patron de la CFDT, reconnaît, c'est pas qu'il le reconnaît, il dit souvent lorsqu'il passe sur les plateaux télé, mais vous savez, moi, discuter et faire en sorte que on puisse réformer, puisque lui c'est ce qu'il appelle réformer, c'est dans l'ADN de mon organisation. Mais là, ça n'est pas possible. Et puis en plus, comment voulez-vous discuter avec ce pouvoir, comment voulez-vous discuter avec ce gouvernement, puisque dès le départ, il est indiqué que de toute manière, il n'y a rien à négocier. Donc toutes les organisations sont unies sur le mot d'ordre de retrait. Moi, j'ai connu des situations où après un passage au Parlement, même après un passage en force appuyé sur l'utilisation du 49.3, et j'aurai l'occasion d'y revenir, les directions syndicales, dont certaines sont très légalistes, on va dire, auraient été tentées de, de prudemment et gentiment retirer le tapis. Là, ça n'est pas ça qui se produit. Puisque toutes ces organisations syndicales, le soir de l'utilisation du 49 ter à l'Assemblée nationale, il y a 2 jours, les événements se bousculent et vont vite, mais c'était il y a 2 jours, ont immédiatement réaffirmé leur exigence de retrait et on dit dans ces conditions, nous appelons à faire grève et à manifester le 23. Elles ne se contentent d'ailleurs pas toutes de dire ça, puisque j'ai vu le communiqué de la Confédération CGT sorti hier, le communiqué de la Confédération FO, et très nettement, il y a un durcissement très net du ton employé dans ces communiqués, puisque les deux appellent à reconduire la grève et appellent de leur vœu l'extension de la grève. Donc on est dans cette... Et je pense que c'est juste et je pense que c'est légitime et qu'il faut appuyer ce mouvement. Donc on est dans cette situation, mais de la même manière au plan politique, tous les scénarios qu'on croyait fixés et acquis d'avance, eh bien, ils ont été bousculés. Vous en avez parlé. Au point de départ, l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale fait qu'on était en droit de se dire, au début de l'examen du projet de loi de la réforme des retraites, en définitive, et dès l'examen en première lecture de ce projet de réforme, ça va être adopté. Ça risque fort d'être adopté. Parce que ils ont raison, tous ceux qui soulignent que cette réforme est conforme au projet, par exemple, des députés les Républicains. En toute logique, les Républicains devaient faire cause commune avec Renaissance, le Modem et Horizon. Mais la puissance de la mobilisation a fait qu'un certain nombre de ces députés ont commencé à se poser des questions, pour certains y compris pour leur avenir personnel. Et puis, dans cette situation, parce que nous sommes insoumis, nous avons joué le rôle qui est le nôtre, de députés insoumis. On a fait campagne à l'élection présidentielle, puis aux élections législatives, sur une ligne nette de rupture. De rupture sur tous les plans, de rupture avec la politique de Macron et ses conséquences, dont on ne veut plus, et qui doit être stoppée, de rupture nette avec ces institutions dont le caractère antidémocratique saute aux yeux de tout le monde aujourd'hui. Or, quel véhicule législatif a été choisi ? Le fameux article 47.1, qu'on était nombreux d'ailleurs à l'Assemblée nationale à découvrir. Je ne découvrais pas, comme d'ailleurs tous mes collègues LFI, je ne découvrais pas le caractère antidémocratique des institutions de la Ve République. Puisque je rappelle quand même qu'en l'espace de quelques semaines, ce gouvernement, pourtant récemment arrivé au pouvoir, avait accompli l'exploit inédit dans l'histoire de la Ve République d'utiliser l'article 49.3
en l'espace de, 10 fois de suite, en l'espace de quelques semaines seulement. Bon, il avait explosé tous les records. Bien. Et là, on nous dit, on va utiliser l'article 47.1. Je découvre donc, comme certains de mes collègues, ce qu'est l'article 47.1. Et là, je découvre que, pour ce qui est de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, on va avoir gracieusement 9 jours, je dis bien 9 jours, en tout et pour tout, pour discuter d'un projet de réforme en première lecture, d'un projet de réforme qui va percuter la vie de millions et de millions. C'est quand même incroyable. Donc dès le départ, on a dit, on n'accepte pas. On n'accepte pas ce cadre antidémocratique, on ne s'y pliera pas. Expédier les affaires comme ça, comme si de rien n'était, en l'espace de quelques jours seulement, ce sera sans nous. Alors, on s'est fait traiter de tous les noms parce que, évidemment, on ne s'exprime pas comme il faut, qu'on gueule parfois un peu plus fort que les autres. Au passage, au demeurant, on n'est pas les seuls, hein, parce qu'on parle de l'attitude impolie au regard des canons institutionnels des députés La France Insoumise, mais on parle rarement de l'attitude très provocatrice de la majorité et des macronistes eux-mêmes. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, on n'est pas beau, quoi. On n'est pas beau, on est crado, on vient en basket et en jean, c'est vraiment pas bien, c'est pas correct. En plus, on gueule comme des veaux, donc ça ne se fait pas. Ça, bien évidemment, c'est l'écume des choses, et en réalité, personne n'en a pas grand-chose à faire. Mais qu'a-t-on fait pendant toutes ces semaines ? On a pointé les mensonges systématiques de ce gouvernement. On a été un facteur de démystification. On a pointé tous ces mensonges, les mensonges sur les 1 200 €, les mensonges sur les carrières longues, les mensonges sur la prétendue lutte de ce gouvernement contre les inégalités hommes-femmes, j'en passe, et des meilleurs. On a démonté un à un. On n'était pas les seuls d'ailleurs, les organisations syndicales avaient pris leur part du boulot sur ce terrain. On a démonté tous les mensonges qui tendaient à accréditer l'idée selon laquelle cette réforme était nécessaire et inévitable. Au bout du compte, on a examiné 2 articles, dont l'un, l'article 2, a été purement et simplement battu et rejeté. Donc, il n'y a pas eu de vote. Au terme de l'examen en première lecture de ce projet de loi, la loi était déjà sérieusement abîmée et esquintée, puisque au terme de cet examen en première lecture, puisqu'elle n'était pas votée, elle n'avait aucune légitimité parlementaire. Ça arrive au Sénat. Arrivé au Sénat, j'ai eu le plaisir de constater, je l'ai savouré, je dois le dire, qu'un certain nombre de sénateurs PC, PS et EELV qui avaient été prompts à taper sur la stratégie des députés La France Insoumise, de leur stratégie d'obstruction, et bien finalement, comme il y avait le 7 mars, et comme les organisations syndicales appelaient le 7 mars à mettre le pays à l'arrêt, et bien ces mêmes sénateurs qui nous avaient tapé dessus dans des termes plus ou moins sympathiques, et bien finalement ont adopté la même stratégie, obligeant du coup le gouvernement à utiliser, là aussi encore un artifice antidémocratique, à utiliser ce qu'on appelle le vote bloqué. C'est-à-dire que vous pouvez déposer tous les amendements que vous voulez, ils sont présentés, mais ils ne sont pas votés. Donc ils servent à que dalle, ils servent à rien. Et donc au bout du bout, on se prononce simplement sur le projet de réforme. Et on arrive comme ça à la situation qu'on a découverte, donc, qui a explosé plus exactement jeudi, donc il y a 2 jours, l'utilisation du 49 ter. Vous avez suivi, parce que la presse s'en est fait l'écho, le déroulé des événements. Pour que le 49 ter soit utilisé, il faut que le gouvernement réunisse le Conseil des ministres. S'il ne réunit pas le Conseil des ministres, il ne peut pas, alors c'est un simple artifice, et puis c'est quelque chose d'automatique, on va dire, mais il doit passer par cette case, il doit passer par cette étape. Les ministres ont été réunis au moins 3 fois de suite, dans la matinée de ce fameux jeudi. La première réunion a lieu le jeudi matin à 8h15. À ce moment-là, Macron... C'est Le Monde, Le Figaro, enfin c'est la presse qui l'a révélé. Et sur la ligne, on va au vote. Et puis, ils font les calculs
ils les font dans tous les sens et ils se rendent compte que c'est très 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 compliqué et que leur avance est vraiment très 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 limitée. Ils convoquent une deuxième réunion où là ça commence très franchement à branler dans le manche, si on peut dire. Et en définitive, c'est à 14h45, après 3 réunions consécutives, que moi je l'ai appris par BFM. On s'apprêtait à rentrer dans l'hémicycle et on apprend à ce moment-là que c'est donc le 49 ter qui va être utilisé parce que le gouvernement n'était pas sûr de détenir la majorité. Quels étaient les chiffres? Moi, je n'en sais rien, mais en tout état de cause, il s'exposait à une situation de vote tellement à l'arrache que ça allait jouer peut-être qu'à 1 voix ou 2, voire peut-être était-il tout simplement en minorité. Et donc, il décide d'utiliser l'article 49.3. Et donc, aujourd'hui, on est dans les suites de l'utilisation du 49.3. Et je considère que, de ce point de vue, on est entré dans une nouvelle situation. On est entré dans une nouvelle situation parce que la réforme n'a, du fait de tout ce qui s'est passé, et de l'obligation dans laquelle le gouvernement a été placé d'utiliser l'article 49.3, la réforme n'a aucune légitimité. La réforme est totalement illégitime. Et bien évidemment, le 49.3 amplifie la colère qui était déjà énorme contre la réforme des retraites. Peu de temps après l'utilisation du 49.3, on a vu, et on s'y est rendu en groupe, on a vu la place de la Concorde se remplir de manifestants. Le jeudi soir, elle n'était pas entièrement remplie, parce que la place de la Concorde, c'est quand même assez gigantesque, mais il y avait au bas mot 30 à 40 000 manifestants, et non pas les 6 000 annoncés par la police. C'était le bandeau en bas de l'écran sur BFM. Il y avait au bas mot 30 à 40 000 manifestants place de la Concorde. Contrairement à ce qui a été dit, d'ailleurs, la manifestation était pacifique. Ce sont les charges des policiers, c'est l'utilisation des gaz lacrymaux et des canons à eau, et les charges, sans aucune retenue, qui ont ensuite provoqué ce qui s'est passé dans la soirée et puis dans la nuit. Et puis il y a eu des manifestations spontanées un peu partout, et ces manifestations continuent depuis. Il y en a eu hier. Il y en a eu aujourd'hui. Aujourd'hui à Paris, je ne sais pas comment ça se passe puisque j'y suis pas. Mais pardon. Ils ont interdit. Les temps léal. Ah bon? Avec alors les fumigènes. Il a interdit les manifs place. Très bien. Bon donc c'est parti quoi. Donc on est dans cette situation-là et tout indique que ça va continuer et que même ça va s'amplifier. Avec l'utilisation du 49.3, Macron, totalement isolé, tu as parfaitement raison de le dire, a jeté des litres et des litres de kérosène sur une situation qui était déjà brûlante. Et aujourd'hui, la situation, elle est incandescente. Et elle est d'autant plus incandescente que le gouvernement, là, aujourd'hui, est littéralement carbonisé. Elisabeth Borne n'a pas tort de dire qu'elle assume de jouer le rôle de fusible. Le fusible est déjà cramé d'ailleurs. Elle est en sursis, Elisabeth Borne. Le compte à rebours est enclenché. C'est absolument inévitable. Ce gouvernement, aujourd'hui, plus personne ne le calcule. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, la colère remonte directement, se dirige directement contre le chef de l'État lui-même, contre Macron, contre le monarque. Et d'ailleurs, je note que beaucoup aujourd'hui, sur les plateaux, à la radio, dans la presse, pointent de plus en plus. Ça n'est pas nouveau, hein. Les Gilets jaunes avaient déjà beaucoup ciblé, et à juste titre, le caractère monarchique de Macron et de la Ve République, mais là, c'est repris par beaucoup. Et cet aspect-là ne peut évidemment que se renforcer. Et de la même manière, cette colère, par définition, eh bien, elle remonte aussi contre
Elle remonte contre Macron, mais Macron, c'est quoi? C'est le personnage le plus puissant d'institutions dont, je l'ai dit, les institutions de la Ve République, dont le caractère antidémocratique saute à la figure de tout le monde. On en est au 11e 49.3 en l'espace de 3 mois. C'est énorme. Pour résumer les choses, on a un gouvernement réduit à une tête d'épingle qui gouverne contre le pays. Bon, ben ça, vous n'y pouvez rien, mais ça ne peut que déboucher sur une situation explosive. C'est inévitable, qui, de fait, pose déjà la question des institutions, de leur caractère antidémocratique, et donc la nécessité de les renverser, la nécessité de les balayer et de donner la parole au peuple pour qu'il se dote d'institutions réellement démocratiques. Alors, à partir de là, j'allais dire, qu'est-ce qu'on a à faire? D'une certaine manière, les travailleurs nous donnent la réponse. Les mobilisations qui ont lieu depuis jeudi, dont je pense qu'elles sont amenées à continuer et à s'amplifier, même si je ne doute pas une seule seconde que le gouvernement va s'employer de son côté, il le fait déjà, à réprimer, à intimider. J'étais hier soir à la porte d'un commissariat dans le centre de Paris, dans le 1er arrondissement, parce que des jeunes, des étudiants de Tolbiac qui s'étaient rendus après leur assemblée générale en cortège au centre d'incinération d'Ivry, qui est occupé depuis maintenant 15 jours par les travailleurs en grève, eh bien, ont été chargés par la police. Certains ont été interpellés, placés en garde à vue, et dans ce cas-là, c'est 24 heures, parfois renouvelé pour 24 heures supplémentaires de garde à vue pour des jeunes de 17, 18, 19 ans. Parce qu'il s'agit en définitive de terroriser. Nul doute que le gouvernement va tenter d'appuyer sur ce bouton. Mais il le fait dans une situation où, encore une fois, il a la majorité contre lui. Et ces mobilisations, elles s'inscrivent par ailleurs dans un contexte, dans une situation où, s'appuyant sur l'unité syndicale dont j'ai parlé tout à l'heure, des secteurs entiers ont décidé la grève. Et cette décision de recourir à la grève reconductible, à la grève jusqu'au retrait, est totalement légitime et nous la soutenons totalement. Soutien total aux éboueurs en grève, soutien total aux cheminots, aux travailleurs de l'énergie, aux travailleurs des raffineries. Au moment où nous parlons, il y a 2 des 6 raffineries de ce pays qui ont été mises à l'arrêt total. J'ai vu ce matin des responsables CGT de cette branche, de la branche pétrole, de la Fédération de la chimie, qui disaient il faut se préparer à ce que si j'étais les gens, je commencerai à faire des pleins d'essence parce que la situation risque de se tendre et de se durcir. Et moi, pour être tout à fait clair et tout à fait concret, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Ce gouvernement ne nous laisse pas d'autres solutions. Ce que j'appelle de mes voeux, mais je peux parler au nom du groupe parlementaire auquel j'appartiens. Ce que j'appelle de mes voeux, c'est que la grève, qui est l'arme des travailleurs face à un gouvernement qui n'entend rien, qui est sourd comme un pot, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que cette grève s'étende et qu'elle se généralise pour le contraindre à reculer. J'ai vu hier, que dans certains secteurs, notamment dans le secteur des ports et docks, qui ont un pouvoir de blocage évidemment considérable, eh bien, la fédération CGT de cette branche appelle à bloquer les 21, 22, 23 et à continuer si nécessaire après la grève du 23. Donc, je le dis, je le répète, moi j'appuie totalement et sans réserve ces processus, ces mouvements. Je souhaite qu'ils s'amplifient parce que je pense, et c'est pas que moi qui le dis, je pense que c'est le moyen pour faire reculer Macron. D'ailleurs, Macron lui-même le dit. S'il ne le dit pas directement, en tout cas ses plus proches conseillers le disent.
l'Opinion, qui n'est pas spécialement un journal rouge, puisque c'est un journal patronal, citait l'autre jour un conseiller de l'Élysée, qui disait la chose suivante: la seule chose que redoute le chef de l'État et qu'il fera reculer, c'est une situation de blocage du pays. Alors, les mobilisations qui se multiplient là depuis 48 heures, les ronds-points dont vous avez parlé, ça rappelle une autre période assez récente, qu'on a soutenue à fond également. Les grèves qui cherchent à se multiplier, eh bien, tout ça, si ça conduit au blocage du pays, je pense que c'est à même de faire reculer Macron, et c'est ce qu'il faut faire, parce que on veut tous le retrait de cette réforme. Et quand je dis qu'on soutient ce mouvement et ce processus, c'est très concret. Alors vous imaginez bien que c'est pas un député qui a le pouvoir de déclencher la grève. Bon, ça se saurait. En revanche, il peut utiliser les tribunes dont il dispose pour relayer ce message. Ce que nous avons fait, y compris à l'Assemblée, à chaque fois qu'on en a eu l'occasion. Et ce qu'on fait aussi très concrètement via l'outil des caisses de grève, parce que la grève, par définition, surtout aujourd'hui, ça demande aux travailleurs des sacrifices inouïs que beaucoup ne peuvent pas, se permettre. Alors la question des caisses de grève, c'est une question absolument centrale. Moi et mes assistants parlementaires, pour alimenter cette caisse de grève, depuis le 7 mars, on reverse l'intégralité, moi de mon indemnité parlementaire, mes assistants parlementaires de leur salaire, pour alimenter cette caisse de grève. Et la semaine prochaine, j'irai au dépôt RATP qui est le plus proche de chez moi, pour faire un chèque aux travailleurs de la RATP qui bloquent leur dépôt de bus. C'est pas grand-chose, mais en même temps, ça doit être fait. Et par ailleurs, et je le souligne quand même avec une certaine fierté, parce que des travailleurs et des syndicalistes me l'ont dit, mais je sais qu'ils l'ont dit à d'autres députés LFI, c'est quand même rare de voir des députés qui ne trahissent pas ceux qui les ont élus. Donc, je signale ça parce qu'il y a un point commun entre l'attitude, entre d'une part la campagne qu'on a menée aux législatives, une campagne sur une ligne nette de rupture. Le mandat qui nous a été confié, c'est la rupture. Et donc, l'attitude qui a été la nôtre pendant les débats à l'Assemblée nationale, ça a été de la même manière une attitude de rupture, et peu importe ceux qui voient un problème et qui trouvent qu'on parle trop fort et qu'on est des crados. Et ce qui va avec, c'est ce que je viens d'expliquer sur le terrain du soutien aux mobilisations et du soutien à la grève. Donc, je l'ai dit, on entre dans une situation qui risque fort de déboucher sur une situation explosive. Je ne vais pas ici me livrer à des pronostics, mais il est clair que là, tous les ingrédients d'une confrontation majeure, quand même, sont en train de s'accumuler. Et pour notre part, on y est prêt. Et vous pouvez nous faire confiance pour rester sur la ligne qui est la nôtre depuis la campagne, les 2 dernières campagnes électorales, une ligne nette de rupture. Aucune concession, aucun soutien sous quelque forme que ce soit à ce gouvernement et à cette politique, mais au contraire, l'affrontement contre ce gouvernement pour le contraindre à reculer. De toute façon, c'est lui qui nous y contraint. Et je voudrais conclure sur un point, parce que j'ai dit tout à l'heure, cette réforme est illégitime. Et ça, c'est le fait majeur et central de la situation. Et pour illustrer à quel point cette réforme est illégitime, j'ai cité tout à l'heure toute une série de chiffres sur les profits faramineux des multinationales. Mais je voudrais donner un autre exemple, qui est un exemple qui est tout sauf anecdotique. Je disais tout à l'heure, ils nous cassent les pieds, pour pas dire autre chose, pour 12 milliards qui manqueraient dans les caisses de retraite à l'horizon 2027. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il leur a fallu quelques minutes seulement pour trouver 413 milliards pour le budget de l'armée, pour les dépenses militaires, et disons-le clairement, pour la guerre. Ce gouvernement a remis à tous les parlementaires
à la fin de l'année 2022, un document qui s'intitule la Revue nationale stratégique. La Revue nationale stratégique, elle fixe les grandes orientations gouvernementales en matière de politique militaire. Et il y a plusieurs considérants, bien évidemment, dans ce document, qui est un document de quelques dizaines de pages. Il y a des considérants sur lesquels je vais revenir, concernant, bien évidemment, la situation à l'échelle internationale. Et puis, il y a plusieurs chapitres, et le troisième chapitre de cette revue nationale stratégique, c'est « Nous devons orienter la politique de la France vers l'économie de guerre ». Alors, camarades, il faut être clair. L'économie de guerre, c'est très concret, c'est très simple. Tout, absolument tout, doit être subordonné aux impératifs du budget de l'armée, aux impératifs du budget de la défense. C'est très concret. Je vais redonner un exemple que je tire de ma circonscription, mais vous comprendrez tout de suite que les exemples que je vais prendre, vous pouvez les plaquer et vous pouvez les appliquer partout. Dans ma circonscription, à Clichy-sous-Bois, encore une fois, à la rentrée prochaine, il y a 17 fermetures de classes dans le premier degré. Dans ma circonscription, il y a un hôpital, l'hôpital de Montfermeil, où il manque 90 lits parce qu'il y a 60 postes d'infirmières qui ne sont pas pourvus. Bien. Eh bien, ça doit continuer et ça doit même s'aggraver parce que tout doit être subordonné. Pour ça, il n'y a pas d'argent. Pour les hôpitaux qui sont à l'os, pour l'école publique qui est en train de couler et de faire naufrage, pour la jeunesse, j'y reviendrai après, pour la jeunesse qui est touchée de plein fouet par cette politique, il n'y a rien, et il y a même moins que rien. Il faut continuer à sabrer dans les dépenses. Tout ça pour pouvoir donner 413 milliards pour le budget de l'armée. Donc, la réforme des retraites, il y a un lien direct entre la réforme des retraites et puis ce contexte de marche à une économie de guerre. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que depuis quelques jours et quelques semaines, les articles dans la presse ils ne s'en cachent plus, parce que j'ai cité la Revue nationale stratégique, mais personne ne connaît la Revue nationale stratégique, y compris pas tous les parlementaires. Mais en revanche, dans la presse, depuis quelques jours et quelques semaines, les articles se multiplient pour justifier cette marche à l'économie de guerre. Ça intervient dans un contexte, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, qui n'est pas n'importe lequel. Au moment où on parle, au moment où on se réunit, la guerre fait rage en Ukraine, et les chiffres risquent malheureusement fort d'être sous-estimés et minimisés, il y a 150 000 victimes des deux côtés. Il y a 150 000 victimes du côté ukrainien, au bas mot. Il y a 150 000 victimes du côté russe et du côté de ces jeunes soldats russes qui sont envoyés à la boucherie. Ce gouvernement, le gouvernement d'Emmanuel Macron, nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution face à cette situation que de continuer à livrer des armes. Il n'y a pas d'autre solution que de continuer les sanctions contre la Russie. Sanctions dont les oligarques russes au pouvoir, ces mafieux atroces, ces criminels qui sont au pouvoir au Kremlin, ne subissent pas les conséquences. Vous inquiétez pas, c'est pas Poutine et les oligarques dont il est le représentant qui en subissent les conséquences. Les conséquences, ceux qui les subissent, c'est le peuple russe. Et il faut renforcer la place de la France dans l'OTAN. Alors, moi, je me pose une question, où est-ce que tout ça va nous conduire ? On est dans une situation qui est quand même éminemment dangereuse. À force de jeter de l'essence sur un brasier, malheureusement, je crains fort que ça ne débouche qu'à un moment donné, ça ne dérape, et ça ne débouche sur une situation totalement incontrôlable. Alors, j'ai déjà exprimé la fierté qui est la mienne d'appartenir au groupe parlementaire LFI. Ce groupe parlementaire, lorsque la résolution sur la guerre en Ukraine a été présentée au Parlement français, résolution qui était une résolution belliciste, une résolution guerrière,
Il faut amplifier les livraisons d'armes. Vous avez vu où on en est rendu. Il faut livrer des chars lourds. On parle même maintenant de livrer des avions de chasse. Bientôt, nous parlerons de missiles. Enfin, où on est. Le groupe parlementaire LFI, manifestant par là son refus d'approuver cette escalade dont on ne sait pas sur quoi elle peut déboucher, sinon sur le pire. Le groupe parlementaire LFI a décidé de s'abstenir. Et je pense qu'il a eu raison. Moi, pour ma part, tirant les conclusions de la caractérisation qu'on a faite de cette résolution guerrière, j'ai dit ce sera sans moi. Non seulement j'approuve l'abstention, mais j'irai même plus loin et je vais voter contre. J'en ai informé mon groupe parlementaire avant et ça n'a posé aucun problème, je tiens à le dire. Donc, on est dans cette situation, une situation lourde de tous les dangers, et tu as parlé de la situation qui est faite à la jeunesse. La situation qui est faite à la jeunesse, elle s'inscrit là-dedans. Elle s'inscrit dans cette situation. Moi, il y a un truc que je ne supporte pas, j'ai été prof, j'ai enseigné pendant 20 ans, voir que j'étais prof en lycée, prof de français, j'ai préparé des élèves au baccalauréat, voir qu'aujourd'hui, d'une part, passer le bac, c'est devenu une épreuve extrêmement angoissante. Pas parce que, comme tout le monde, il y a encore quelques années, les élèves se posent la question, est-ce qu'on l'aura ou est-ce qu'on ne l'aura pas, ce bac? Non, c'est pas ça la question qui se pose. C'est est-ce qu'on va passer par la moulinette, est-ce qu'on va être broyé par la moulinette de Parcoursup? Aujourd'hui, on est dans une situation où, quand vous êtes bachelier, avant vous accédiez vous pouviez vous inscrire dans la formation de votre choix dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est terminé. Je vous donne un chiffre. Il y a 300 000 jeunes cette année à la rentrée de septembre 2022 qui, bien qu'ayant pu s'inscrire à l'université, n'ont pas pu s'inscrire dans la filière de leur choix. Quand j'ai rencontré la directrice de l'hôpital de Montfermeil, dont j'ai déjà parlé, elle m'a dit « Monsieur le député, il y a encore quelques années, avant que Parcoursup existe, j'avais dans mon hôpital une cohorte chaque année d'une trentaine d'élèves infirmières. Cette année, j'en ai 3. Parce que Parcoursup fonctionne de telle sorte que ceux qui voudraient accéder, et pourtant on manque d'infirmières, ceux qui voudraient accéder à cette formation ne le peuvent pas. Et ceux qui y accèdent, ce n'est pas ce qu'ils ont demandé, donc très vite ils se découragent. Bon, donc on est en train véritablement de les broyer. Moi, il y a un truc qui me fait mal au bide à un point, mais je sais que vous partagez la même colère. Quand je sais que 25% de ceux qui font la queue aujourd'hui aux banques alimentaires, dans les files de la faim, parce qu'aujourd'hui on est dans cette situation où des jeunes travailleurs, parce qu'ils sont ultra précaires, ou des étudiants ne peuvent pas se nourrir s'ils ne font pas la queue aux banques alimentaires, 25% de ceux qui font la queue aux banques alimentaires ont moins de 25 ans. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Et ce gouvernement nous explique en long, en large et en travers, du matin au soir, en multipliant les mensonges et en s'appuyant sur les grands médias à ses ordres, qu'il n'y aurait pas d'autre solution que de continuer. Le mur est devant, il fonce droit devant. Bon, eh bien, une telle politique doit être arrêtée et c'est tout l'enjeu de la bataille qu'on est en train de mener. Ça dépasse y compris l'enjeu de la réforme des retraites. Et je vais vous dire une chose, et je conclus là-dessus, si on les fait reculer sur la question de la réforme des retraites, si on contraint par la mobilisation le gouvernement de Macron à reculer sur la réforme des retraites, non seulement on plante son quinquennat, mais on se donne les moyens de retourner totalement la situation.